Bien, bonsoir madame et messieurs. Bon, je me présente, je suis Daniel Petit, donc le président de la ETL. Donc heureux de vous accueillir ce soir sur notre site de transport voyageurs et monsieur Roman qui va nous faire le plaisir d'animer cette conférence. La thématique de ce soir, elle est plus technique. On va essayer de découvrir ce qui se passe au moment de la réception marchandise. Et le point litige transport, vous venez de ce métier-là, en partie, les étudiants, vous devez en connaître une partie sur la réglementation. C'est un moment qui est très très important et qui donne beaucoup de fil à retordre après aux entreprises parce que découlent des litiges, découlent des discussions avec les clients, des mécontentements, etc. Et donc on va demander à un intervenant que je remercie, qui est un petit peu souffrant ce soir, mais merci d'être là. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis effectivement Jean-Paul Bernal, j'ai créé ma petite société de conseil en formation, consulting, transport depuis maintenant 2 ans. J'ai une longue carrière effectivement dans le transport routier, à la fois en tant que journaliste, après un passage à l'officiel des transporteurs au début des années 2000. Et puis j'ai pendant été 7-8 ans professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, au France, et notamment le fondateur de la fameuse formation qui permet l'équivalence attestation de capacité, et qui a été portée sur les fonds baptismaux en 2000. Voilà, le partenariat entre le CNAM et l'AFTRA. Je vais vous parler aujourd'hui des litiges transport. L'idée était de sortir un petit peu du champ un peu classique de la ETL. On ne va pas trop parler social, c'est vrai que c'est souvent des thématiques philo-sociales qui sont liées un peu à l'ETL, donc c'était l'occasion de changer. Le principe du litige à réception pose effectivement 3 questions fondamentales. La première question qui est le problème de la responsabilité du transporteur et de son engagement. La deuxième qui est la condition d'exonération de la responsabilité du transporteur, qui va se dégager comme il peut le pauvre de sa responsabilité. Et une question effectivement récurrente depuis plusieurs années qui est le montant de l'indemnisation. Beaucoup de chargeurs évidemment étant souvent déçus une fois la faute du transporteur reconnue, de voir que le chèque n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Si vous êtes... non, tant que l'opération de chargement n'a pas démarré, non. Non, c'est à chaque lot quand même, à chaque palette. Enfin, je pense. Voilà, c'est ça. Mais dès que vous touchez une palette, c'est fini. Quoi. Ouais. C'est évident. Quoi. Dès que vous touchez une palette, c'est fini. Dès qu'il y a les fourches sous la palette... Voilà. Dès qu'il y a les fourches sous la palette et que vous commencez à l'amener, si vous êtes en envoi de moins de 3 tonnes, vous devez effectuer les opérations de chargement. Effectivement, c'est pour vous. Même si c'est le gars du quai qui file un coup de main, c'est comme ça. C'est valable dans l'autre sens. Hein, si l'opération de chargement doit être effectuée par l'expéditeur, parce que c'est un envoi de plus de 3 tonnes, parce que le conducteur ne peut pas assister au chargement, parce que la convention entre les parties le stipule, et bien dans ce cas-là, le principe est exactement le même dans l'inverse. L'opération de transport démarre une fois l'opération de chargement terminée, puisque c'est à l'expéditeur d'effectuer l'opération de chargement. Donc s'il y a une avarie, au moment du chargement, elle va être à la charge de l'expéditeur ou du destinataire, le cas échéant. À l'inverse, si on est dans le pratique et que le chauffeur est intentionnaire à sortir une palette et que... Eh ben oui. Même si le conducteur a participé à l'opération, a fortiori si c'est l'expéditeur ou le destinataire qui l'a demandé, mais la jurisprudence est encore plus sévère, et elle considère que si le conducteur a décidé de participer spontanément aux opérations de déchargement, eh ben on reste sous la responsabilité de l'expéditeur ou du destinataire. Les embouteillages, ça fait partie de l'exploitation normale d'un schéma de production-transport, c'est prévisible au moment du contrat. Livrer un GIS, on sait forcément que c'est prendre la A86, et je crois que la A86 doit être dégagée de 2h à 4h30 du matin, à peu près. Hein. Bon. Mais dire à un chargeur qu'il y a un embouteillage sur la A86, évidemment, vous doutez bien. La crevaison, c'est pas une cause extérieure, c'est un défaut d'entretien du matériel. Ouais. Alors, Ça revient à la panne de véhicule. Ça revient à la panne de véhicule. Ça contredit avec les obligations dans Ouais. Groupe frigo, c'est classique, hein. Au groupe frigo, on a eu l'état. Défaillance du groupe frigo, en plus souvent carrier thermotique ont été mis dans le truc, et se sont toujours bien défendus en disant que
par hasard, c'était pas leur faute, c'était le défaut. Dans la gestion des litiges, on a également un problème très particulier dans la notion de préjudice indemnisable, c'est la notion de retard. On verra effectivement que le retard s'indemnise sur la base du prix du transport. C'est relativement simple. Mais le retard peut entraîner une perte de la marchandise. Et donc, on va transformer un retard en perte totale de la marchandise. Donc, c'est le cas effectivement des marchandises à date sensible. J'ai mis ces deux cas-là parce que ce sont des vrais cas. C'est donc la livraison de Muguet le 2 mai. C'est arrivé un grand transporteur frigo, je ne citerai pas. Et la livraison de jouets de Noël le 26 décembre. C'est arrivé à UPS il y a 1 an et demi aux États-Unis, ils ont eu un problème d'organisation. Ils ont livré des tas de jouets le 26-27 décembre. En plus, aux États-Unis, je ne dis pas, cassation, machin, action collective, bon, ça a coûté un bras, mais enfin, bon. Donc le principe, il est simple. Alors, c'est le juge qui va décider au cas par cas. La jurisprudence française est quand même très, très rétive sur ce type d'approche. Il faut vraiment prouver que le retard a causé un préjudice et que le seul fait d'arriver en retard ne prive pas la valeur de la marchandise, quoi. Je livre des téléphones Apple 6 SE au magasin Apple de Opéra. J'organise un lancement le 12 avril à minuit. Que se passe-t-il si le transporteur livre en retard les iPhone 6 SE le juge considérera que c'est une opération promotionnelle et que ça n'altère pas la valeur de la marchandise, quoi. Et que la marchandise, que l'iPhone 6 SE, s'il n'est pas vendu le 2 avril à minuit, pourra quand même être facilement vendu le 2 avril à 14h. Oui. Dans le cas d'une vente aux enchères, ouais. Un élément de transport, par exemple, un petit livret, on n'arrive pas. Tu arrives en retard. L'objet doit être vendu. On arrive en retard. Oui. On rate la vente. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur vous pouvez être assimilé en perte totale. Alors, ça dépend. Ça dépend si le produit peut être mis en vente 2 jours après, 3 jours après. Mais on va être dans la notion de perte de chance. C'est-à-dire celui qui le vend perd une chance. Oui. Alors c'est très lourd. C'est très lourd. C'est très lourd. Mais fort heureusement. Eh oui. J'ai l'air comme ça sévère. Mais fort heureusement, dans sa grande sagesse, le législateur a inventé les plafonds. Voilà. Au niveau de la douane, les litiges, par exemple la douane, quand elle rentre dans un conteneur, elle prend des échantillons. Oui. C'est pas une faute, c'est pas un cas de force majeure. Les contrôles de police ne sont pas assimilés à des cas de force majeure. Ça fait partie de quelque chose qui n'est pas inévitable au moment de la signature du contrat. Comme les embouteillages, quoi. Ça fait partie de la vie du transporteur. Par exemple, un contrôle routier n'est pas un cas de force majeure. Est-ce qu'on peut réaliser le manque de la marchandise? Alors on peut supposer que si les douaniers ont pris de la marchandise, c'est qu'il y a un caractère illicite à la dite marchandise, donc c'est relativement compliqué de porter plainte. Ouais, voilà. Ah, j'ai pas d'action intentée contre les douanes à ce niveau-là, quoi. Généralement, c'est un cas compliqué, évidemment, les problèmes de douane, parce que si c'est un simple contrôle qui débouche sur rien, bon, ça va entraîner un retard, donc c'est un peu embêtant. Bon. Après, ça va être au juge d'apprécier. Si, en fait, le problème est de savoir s'il y a une responsabilité du... on est typiquement dans ce qu'on appelle la faute de l'ayant droit. Voilà. On va pouvoir s'en sortir en invoquant la faute de l'ayant droit à la marchandise. Parce que l'action de douane est une action qui porte sur la marchandise et non pas sur l'opération de transport. Donc c'est une faute, enfin c'est pas une faute, hein, mais c'est une action liée à l'expéditeur, c'est pas une action liée au transporteur. Donc le transporteur évidemment s'en sortira par ce qu'on appelle la faute de l'ayant droit, quoi, la faute du tiers, quoi. Attention, c'est plus compliqué que ça parce qu'on a des actes où, par exemple, si le commissionnaire oublie de transmettre les bons documents, s'il n'a pas transmis les bonnes informations, bon, le commissionnaire peut être inquiété. Mais dans ce cas-là, on va avoir un système qui est relativement important, notamment en transit de douane. Vous pouvez avoir une faute du commissionnaire ou du transitaire.
sur la mauvaise transmission des documents, la transmission de documents avec du retard. Dans ce cas-là, on n'est pas dans la faute du transporteur, mais on est dans la faute du commissionnaire ou du transitaire. Et donc, c'est pas imputé au transporteur, mais bien au commissionnaire, déclarant en douane le cas échéant.